Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale tournée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Nous allons aborder plus spécifiquement sur ce plateau les discriminations et l'accès aux soins. Avec moi, 4 invités, dont une qui est avec nous mais depuis Clermont-Ferrand. Il s'agit du professeur Pierre-Michel Lorca, psychiatre et chef de service du CHU de Clermont-Ferrand. Autour de moi, le docteur Sylvain Lemoine, psychiatre chef de service aux hôpitaux civils de Colmar. Docteur Alexis Herbe, psychiatre au centre hospitalier de Rouffach, et docteur Thierry Ressel, psychiatre libéral et membre de l'URPS ML Grand Est. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer cette émission avec le professeur Lorca, je le rappelle. Vous êtes psychiatre chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Alors le professeur Lorca n'a pas pu se rendre à nos côtés ici en Alsace. Nous allons donc l'interviewer par le biais de Zoom. Alors quel est le rôle des soignants dans ces discriminations ? Bien, en fait, le problème principal, enfin qui n'est pas un problème, les soignants, c'est la population générale. Ils ont une connaissance spécifique, ils ont une pratique spécifique, mais les représentations de ce que sont les maladies psychiatriques, les maladies mentales et les patients souffrant de maladies psychiatriques, de troubles mentaux, elles sont initialement les mêmes. La représentation qui se construit au fil de la vie, elle reste persistante. Et même quand on est confronté par le biais de l'apprentissage scolaire, universitaire, puis de la pratique, une autre réalité, d'autres connaissances qu'on acquiert, même si notre pratique nous confronte à d'autres éléments, ces représentations restent profondément ancrées. Donc en fait, il y a sans cesse un conflit, entre guillemets, entre des représentations souvent péjoratives de ce que sont les maladies mentales et les patients les caractéristiques des patients qui ont des troubles mentaux, et les valeurs qui ont été acquises au fil de l'apprentissage. Donc forcément, cette tension, elle persiste. Donc forcément, nous, soignants, je m'inclus dans cet élément-là, nous avons des représentations qui sont des représentations assez proches, contre lesquelles nous luttons. Mais lutter, ça ne veut pas dire forcément être sans cesse capable de les surmonter et de les contrecarrer. Ça se modifie assez difficilement, les représentations sociales, en fait. De quelle façon les soignants peuvent-ils être porteurs de discrimination ? Probablement dans la représentation qu'ils se font par exemple, des capacités des patients. On le voit bien avec une problématique très actuelle, qui est la notion de rétablissement. En fait, dans les dispositifs qui font de la promotion de la réhabilitation psychosociale, qui se déploient petit à petit dans notre pays, assez tardivement par rapport aux pays anglo-saxons, on va dans la logique du rétablissement. Le rétablissement, c'est faire en sorte qu'un sujet puisse atteindre ses propres objectifs. Or, en fait, la position soignante, c'est souvent une position très hiérarchisée. Et quand on hiérarchise les choses, on a l'impression qu'on sait toujours mieux que notre interlocuteur. Et on a tendance à penser qu'on sait mieux ce qui est bon pour les gens que notre interlocuteur. Ce qui n'est pas propre simplement aux soignants dans la psychiatrie et en santé mentale. Et on a de la difficulté à admettre le point de vue de l'autre quand il n'est pas exactement congruent avec le nôtre. Donc en fait, on entretient ces discriminations parce que forcément, un patient qui ne fait pas exactement, j'exagère bien sûr, je grossis le trait, mais qui n'est pas exactement dans la logique qu'on attend de lui, forcément, il rentre en conflit avec ce qu'on veut pour lui. Et en fait, ce qu'on veut pour lui, c'est malgré tout ce que nous, on veut pour lui, parce que lui, il veut pour lui. Et en fait, on voit bien que quand on discute mise en place de procédures de réhabilitation psychosociale, rétablissement avec des professionnels, ils ont souvent la difficulté à admettre qu'ils ne font pas forcément du rétablissement un objectif et que ça leur demande un réel effort, un réel pas de côté par rapport à la culture dominante par rapport à cela. Donc en fait, on est vraiment sans cesse dans une modification très progressive de ces valeurs-là et la nécessité permanente pour les soignants de faire ce pas de côté-là pour pouvoir se dire est-ce que je suis bien dans quelque chose qui correspond bien sûr à ce que je peux apporter au patient, mais est-ce que c'est bien ce que le patient attend? Et les discriminations, elles peuvent se fonder là-dessus. Ah, ce patient, on sait bien comment il est. Il n'en fait qu'à sa tête.
Bien sûr, mais est-ce qu'il n'en fait qu'à sa tête à cause de sa maladie? Est-ce qu'il n'en fait pas qu'à sa tête parce que ce sont des éléments de personnalité, des éléments de culture? Beaucoup de choses sont mélangées et en fait, on est sans cesse en train de porter des jugements comme ça, en rattachant souvent, parce que c'est notre domaine professionnel, à la maladie, des comportements qui sont parfois très ordinaires, qui définissent le sujet dans ce qu'il est en tant que personne, et non pas dans la maladie pour laquelle on est censé le prendre en charge et l'aider. Donc en fait, on est sans cesse sur ce moment très complexe et c'est pour ça que il faut travailler à plusieurs, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir se dire mais est-ce que là, je, je suis exactement où je dois être en tant que soignant? Est-ce que justement je ne mets pas à l'œuvre une discrimination en voulant le bien de la personne? L'immense majorité du temps, les soignants sont engagés dans le soin, dans une logique d'aide, mais il y a des moments où il faut se questionner sur l'impact discriminant de l'aide qu'on veut apporter aux gens. Avez-vous l'un ou l'autre exemple concret à nous donner? Ben, en fait, il y a un élément qui est important dans la pratique médicale, qui est développé depuis 2013. La HAS fait la promotion de la décision médicale partagée. C'est quoi la décision médicale partagée? L'idée, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. L'idée de la décision médicale partagée, c'est de dire, en fait, euh, le modèle paternaliste voulait qu'on impose aux patients en disant bah, vous avez ça, je sais ce que vous avez, et de toute façon c'est simple, il faut faire ça, point. Je sais pour vous. Le modèle contractuel qui peut se développer dans un pays anglo-saxon, c'est dire bah, écoutez, vous avez tel type de maladie, il y a cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité, choisissez. Tout le monde n'est pas expert des maladies, bien évidemment, et donc les choix sont parfois totalement impossibles, quels qu'en soient les tenants aboutissants. Le modèle de décision médicale partagée, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui se passe en disant, ben tiens, au fait, on se met d'accord, paf, on tape dans la main et c'est réglé. En fait, souvent, c'est un processus où en fait, on débat et on doit admettre dans le débat quels sont les points de vue de chacun. Et un élément qui est important, c'est que lorsqu'on débat dans une décision médicale partagée, dans une situation à laquelle on est fréquemment confronté en psychiatrie, en fait, c'est un patient qui ne veut pas son traitement. Un patient qui ne veut pas son traitement, dans la logique de la décision médicale partagée, en fait, on doit essayer de construire cela avec lui. Construire la nécessité d'un traitement. Et si lui, il n'en veut pas, il faut lui permettre de développer les arguments. Après tout, c'est pas, il a des raisons. Elles lui appartiennent, il a des raisons. Et bien sûr, parfois, ces raisons sont liées directement à la maladie, l'absence totale du contrôle de conscience du trouble, des difficultés particulières, mais dans beaucoup de cas, elles sont plus complexes que ça. Mauvaise tolérance des effets indésirables, sentiment que c'est stigmatisant de prendre les médicaments, des choses comme ça. Et souvent, tout cela est mélangé. Et en fait, la difficulté, c'est comment on admet, quand on est dans une position soignante, qu'on peut dire à un patient, d'accord, nous allons faire une décision médicale partagée. Et dans ce contexte-là, vous me dites que vous ne voulez pas le traitement. Je vous dis qu'il y a un risque par rapport à ça. Donc, en fait, on peut s'entendre sur vous ne prenez pas le traitement que je vous propose, mais je vous vois plus souvent. Ou vous aurez des visites à domicile avec les équipes, par exemple, d'infirmiers ou d'infirmières qui viennent vous voir. Ou bien vous viendrez en hôpital de jour plus fréquemment. Parce que je pense qu'il y a un risque pour vous et que je ne veux pas vous laisser courir le risque sans essayer de le prévenir. Et c'est tout à fait différent comme position. C'est pas j'ai raison et vous avez tort et je vais vous convaincre de changer d'avis. C'est je prends en compte ce que vous voulez, moi je vous demande de prendre en compte ce que je veux et on essaie de trouver une médiation. Alors bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, ça impose de changer de position. Mais bon, il y a des études qui ont été faites qui mettent en évidence que ça prend pas plus de temps. Ça a été fait. Alors, les études ont été souvent faites dans d'autres pays que la France. On a une étude dans le trouble bipolaire en cours, mais dont les résultats sont pas disponibles, mais qui mettent en évidence qu'au total, que ce soit en pratique, alors pour la dépression en médecine générale en Allemagne, aussi en Allemagne, dans la pratique psychiatrique pour des pathologies schizophréniques. En fait, quand on y est rompu, ça prend pas plus de temps et ça fait gagner en diminution de risque de rechute. Donc, plutôt que de rester sur un modèle, vous devez prendre votre traitement et puis c'est comme ça, qui au bout du bout se termine généralement que le patient ne dit plus rien et ne prend pas le traitement et rechute, eh bien, en fait, il faut arriver à ne pas considérer que l'avis du patient a moins de valeur que le nôtre dans quelque chose qui le concerne. Et c'est la base même de la discrimination. Si on pense que les gens ne sont pas capables de faire les choses, on veut leur bien.
mais vouloir leur bien malgré eux, on y est contraint dans certaines situations de la psychiatrie, soyons clairs. On a des situations dans lesquelles on prive les gens de liberté, mais ça doit être des exceptions. Il faut que le reste du temps, on se questionne là-dessus et qu'on puisse remettre en cause nos perspectives parce que, après tout, nous avons une expertise, nous avons une expérience qu'on peut partager, mais c'est de la santé d'autres gens dont il s'agit et on ne peut pas décider à leur place. Et quel impact ce comportement discriminant de la part des soignants a-t-il sur les soins? C'est la difficulté par rapport à ça. Alors, il y a deux aspects. Hein. Là, je parlais des soins en psychiatrie. On peut, cette notion de discrimination avec l'idée que, en fait, on sait mieux que les patients, qui est quand même déjà une manière de les positionner comme étant moins capables d'eux. Une fois de plus, certains sont sous des mesures de protection, mais une fois de plus, une mesure de protection de curatelle, par exemple, c'est pour être représenté, pour être assisté, dans les actes de la vie civile. Ça ne veut pas dire décider de tout pour la personne. Les mesures de tutelle à la personne sont relativement rares, et en fait, on est prudent par rapport à ça. Donc, en fait, quand on fait ça, déjà, on a une fonction discriminante et on donne des soins d'une certaine façon. Après, il y a une autre problématique, c'est que quand on pratique en psychiatrie, on a quand même une réflexion par rapport à ça et on est confronté à ces réalités-là. On sait que pour des raisons qui sont probablement pas du tout structurées, qui sont inconscientes, la représentation que les soignants ont dans les disciplines médecine, chirurgie, obstétrique, de ce que sont les pathologies psychiatriques, ont une influence sur les soins qu'ils prodiguent. Il y a des études qui montrent dans de nombreux pays, si vous arrivez aux urgences, que vous avez un syndrome douloureux thoracique avec probablement donc un début d'infarctus du myocarde, pour faire simple, et en fait, si vous avez un trouble psychiatrique identifié, quel qu'il soit, pas une schizophrénie seulement, pas seulement une dépression, pas seulement un trouble bipolaire, mais aussi un trouble anxieux, mais aussi des conduites addictives, vous avez 2 fois moins de chances qu'on vous pose des stents. Vous savez, qu'on vous fasse le traitement le plus approprié par rapport à cela. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une perte de chance tout à fait importante. Et bien sûr, il ne s'agit pas de penser qu'il y a un triage délibéré en disant on ne va pas mettre, mais probablement qu'il y a des interactions où l'identification de la pathologie joue un rôle probablement inconscient dans ce qu'on peut proposer. La représentation. Moi j'ai travaillé longtemps dans un dispositif où j'évaluais des patients avant des greffes cardiaques. Donc en fait, j'étais censé faire l'évaluation psychologique parce qu'effectivement, une greffe cardiaque, c'est quelque chose qui a des conséquences. Et une des questions qui m'était posée par les greffeurs, c'était est-ce qu'il va pouvoir suivre derrière correctement parce que c'est pas la peine de le greffer s'il fait n'importe quoi derrière. Ce qui est une question quand même intéressante parce que moi, je lis pas l'avenir, eux non plus. Et bien sûr, on peut se dire, effectivement, parce que, par exemple, des sujets jeunes, souvent, les cardiomyopathies qui sont associées à la nécessité de greffe cardiaque chez des sujets vraiment jeunes, dans la trentaine, début de quarantaine, c'est souvent lié, enfin, c'est assez fréquemment lié à des conduites d'alcoolisation. Bien sûr, il y a un risque. Mais alors, je veux dire, la question, c'est comment on fait? C'est quoi qu'est-ce qui nous permet de dire, finalement, on va pas le greffer, il va mourir, pour dire les choses très simplement. Et qu'est-ce qui nous permet de dire, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que peut-être, il a effectivement plus de chances de peut-être ne pas être observant à son traitement immunosuppresseur après la greffe. Bien sûr que c'est un risque qui existe et qui est plus important, mais pour autant, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre en place une prise en charge? Est-ce que ça doit dire qu'on est discriminé? Et cette question, elle se pose. Et sincèrement, c'était une lutte pied à pied. J'ai arrêté de faire ça il y a une douzaine d'années. Mais à l'époque, c'était vraiment une lutte pied à pied pour que, en fait, bien sûr qu'il s'agit pas d'être angélique, de dire on peut faire tout à tout le monde. Mais est-ce que quand les gens sont stabilisés au moment de la greffe, qu'ils ont arrêté, etc., s'ils ont ces antécédents-là qui les ont conduits à se mettre dans une situation somatique grave, est-ce que pour autant on doit dire, à l'avenir, ils n'ont pas d'avenir? C'est quand même une vraie discrimination et très, très puissante quand même, très, très complexe, hein, et qui est pas faite pour des raisons, on va dire, consciente en disant non, il faut pas, ça vaut pas le coup, mais en même temps qui est sous-tendu par une représentation de ce que sont les gens et du fait que quand vous avez une maladie psychiatrique, vous êtes d'une certaine manière, vous n'en changez jamais. Ce qui est quand même faux. Quand on a l'habitude de suivre des patients dans le temps, ils sont comme nous, ils changent, en mieux, en moins bien,
plein de manières différentes et on est là pour essayer de les aider dans cet aspect-là, en particulier par rapport à leur symptomatologie, ce qui peut avoir un impact pour eux. Comment cela modifie-t-il également les représentations des personnes prises en charge? Ben, c'est toujours la même chose. Il y a quand même ces représentations, elles sont véhiculées, elles sont partagées par tout le monde. Je le dis, les soignants les portent, mais bien sûr les patients eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on a entendu, mais pas forcément directement, mais que dans la culture qu'on a, ben, au niveau européen, il y a 30% des gens qui pensent, il y a une enquête qui a été faite assez récemment qui montre que 30% des gens pensent que la dépression, c'est une faillite de la volonté. C'est pas une maladie, c'est une faillite de la volonté. Un tiers des gens. Un tiers des gens, dont certains peut-être seront déprimés, eh ben, pensent intrinsèquement, quand on leur pose la question, que c'est de la volonté. Si eux, ils se sentent déprimés parce qu'ils déclenchent une dépression, parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de gens, hein, on estime que la prévalence vie entière, c'est 10% de la population, ce qui est beaucoup, et ben, en fait, juste la dépression, ben, en fait, ils vont considérer qu'ils ont quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui les empêche de faire les choses, et en fait, qui montre que leur volonté est affectée et donc qui leur donne moins de valeur que les autres. C'est quand même ça dont il s'agit. Et donc forcément, comment parler, comment ne pas avoir honte de ça, comment chercher du soutien, comment chercher des soins, comment en parler à son entourage, comment se considérer soi-même. Et quand on sait que l'estime de soi est un phénomène, est une dimension qui est extrêmement importante sur la façon dont on peut récupérer par exemple de la dépression, si elle est altérée par la représentation qu'on a de soi-même, représentation qu'on a construite, une fois de plus, parce que c'est une représentation sociale, à ce moment-là, vous êtes dans quelque chose qui est véritablement une sorte de cercle vicieux qui accentue la maladie, qui confirme, en fait, tout ça, c'est une prophétie autoréalisatrice, je n'y arrive pas parce que je savais que je n'y arriverais pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, ces conséquences-là, elles sont majeures parce que cette représentation péjorative que les gens ont d'eux les conduit à se limiter, à ne pas chercher de soutien, à ne pas chercher de soins et à être dans une difficulté, une fois de plus, qui s'auto-entretient. Et ça, c'est vraiment présent, et on ne change pas les représentations sociales facilement, et donc c'est présent chez tout le monde, mais une fois de plus avec des côtés variables, de l'histoire personnelle des gens, etc. Mais culturellement, c'est très difficile autour de ça. Et il y a plein de groupes qui véhiculent l'idée que, vous savez, il y a alors, c'est qualifié de secte, pas que secte, mais la scientologie véhicule l'idée que les maladies psychiatriques n'existent pas. Dans des pays comme les États-Unis, je veux dire, il y a beaucoup de stars qui se revendiquent de ce mouvement-là. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais c'est des gens qui disent mais non, la maladie psychiatrique, ça n'existe pas, c'est un problème de volonté, etc. Si quelqu'un que vous admirez dit des choses comme ça, et que vous ne vous sentez pas capable de faire des choses, qu'est-ce que vous pensez de vous-même ? Et donc, on voit bien qu'il y a un contexte social pas facile à modifier, sur lequel les efforts sont importants, ça prend du temps, mais qui nécessite que les gens qui sont confrontés, comme les soignants dans les domaines de la santé mentale, soient particulièrement attentifs et soient attentifs à ce qu'eux, ils pensent de tout ça. Parce que nous devons, une fois de plus, moi le premier, être attentif à ce qu'on raconte. Merci, professeur Lorca. Je me tourne maintenant vers vous, docteur Sylvain Lemoine. Vous êtes psychiatre, chef de service aux hôpitaux civils de Colmar. Alors, vous allez nous parler de l'accès aux soins somatiques. Avant cela, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce que l'on appelle les soins somatiques ? Alors la médecine s'est hyper spécialisée le siècle dernier et on a tranché un petit peu l'individu pour s'occuper d'un organe. Donc il y a les neurologues, il y a les psychiatres, il y a les orthopédistes et il a bien fallu classer tout ça. Donc la médecine somatique, dite somatique, qui vient du grec ancien soma, s'occupe du corps et artificiellement, nous, psychiatres, nous nous occupons de la psyché, donc de l'esprit. Il est bien évident que c'est complètement artificiel. Quand on s'occupe de quelqu'un, on s'occupe de quelqu'un dans son entier. L'individu doit être pris en charge dans sa globalité. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre en charge un patient, qui présente des troubles psychiatriques, et ces troubles psychiatriques, on sait qu'ils vont impacter également le corps. Il y a une étude d'Oxford qui est très bien faite, qui a prouvé que, par exemple, un patient schizophrène, porteur de schizophrénie, avait 8 à 10 ans d'espérance de vie de moins que quelqu'un d'autre. Un porteur de bipolarité de 8 à 20 ans.
quelqu'un qui est dépressif de 7 à 11 ans. Par exemple, un fumeur, lui, aura une perte d'espérance de vie de 8 à 14 ans. Donc on est vraiment sur des choses de presque 10 à 20 ans en moyenne de perte d'espérance de vie. Donc il faut s'intéresser également à leur état de santé, surtout qu'eux ne s'y intéressent pas. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de cet accès aux soins somatiques et des problématiques rencontrées justement dans leur accès ? Alors malheureusement aujourd'hui, on ne raisonne pas encore en filière et c'est plus personne dépendant. C'est-à-dire qu'on a un carnet d'adresses, on a un somaticien, un urgentiste, un médecin interniste avec qui on s'entend bien et on va lui demander de l'aide. Faut-il qu'on ait ce carnet d'adresses ? Faut-il que l'on trouve des gens intéressés par cela et que nous-mêmes nous y intéressons et nous ne réfugions pas derrière notre statut de psychiatre ? Moi, c'est que la maladie mentale. Donc il faut vraiment que tout le monde s'y intéresse. Dans les études médicales, le handicap psychique, par exemple, c'est 1 heure. 1 heure de formation sur le handicap psychique, donc c'est-à-dire tout ce qui est malformation cérébrale qui va entraîner des retards psychomoteurs. Il n'y a pratiquement aucune sensibilisation. Sur presque maintenant 15 ans de formation d'interne, quand je leur demande de suivre un petit peu mon parcours filière, plus de la moitié, ça ne les intéresse pas. Donc il faut vraiment sensibiliser nos jeunes médecins, parce qu'aujourd'hui, l'état des lieux est plutôt sombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de mis en place pour pouvoir accompagner les personnes dans leur globalité. Justement, comment améliorer cette prise en charge somatique des personnes qui présentent des troubles psychiques dans ce contexte-là ? Alors moi, je crois beaucoup à la formation, à la sensibilisation. C'est-à-dire que déjà, la faculté a un rôle à tenir. Nous, praticiens hospitaliers, avons un rôle à tenir aussi dans la formation des jeunes médecins, de les sensibiliser. Ce qu'on fait aujourd'hui, finalement, de porter un message en disant, voilà, ça existe, il y a des risques, il y a des choses à faire et à mettre en place. Donc, en premier lieu, vraiment la formation. Ensuite, il y a la loi, c'est-à-dire faire évoluer la loi. Donc la loi, pas forcément au sens judiciaire du terme, mais quand on fonctionne ensemble, quand on se rencontre, voilà, l'hôpital de Rouffach, l'hôpital de Colmar, l'hôpital de Mulhouse, le territoire, les médecins de ville, se mettre autour d'une table et dire comment on fonctionne pour faire un parcours qui ait du sens pour nos patients, parce qu'eux ont une perte de sens justement, ils sont perdus. Donc il faut qu'on les accompagne là-dedans. Et sur le terrain, est-ce que vous avez des exemples concrets justement par rapport à cette prise en charge somatique, enfin dans l'amélioration, enfin comment est-ce que vous vivez cette situation ? Alors, je vais vous donner 2 exemples d'une pathologie identique et d'un profil d'âge identique. Donc, un jeune homme porteur d'autisme sans accès à la parole de 35 ans et une jeune femme de 37 ans, avec un parcours chirurgical urgent qui, d'un côté, s'est extrêmement bien passé, c'est ce qu'on souhaite, et d'un autre, malheureusement, par manque de connaissances, par peur, c'est mal passé. La première personne, c'est une dame dont le diagnostic de cancer du sein est fait. Donc, porteur d'autisme, pas de parole, trouble du comportement majeur, notamment automutilatoire, donc il se blesse régulièrement. Donc l'idée de faire une chirurgie, soit, mais si derrière les redons, des tuyaux qui sortent, etc., sont arrachés, que les cicatrices sont grattées, on peut avoir des germes qui se mettent avec un pronostic qui est sombre. Donc le choix de l'opération, même avec ici un cancer de bon pronostic opératoire, n'était pas évident. Donc on est parti, on a rencontré une chirurgien qui a accepté. On a formé l'équipe aussi à quelque chose de très dur pour des soignants, c'est la contention. C'est-à-dire que cette personne, après l'opération, risquait de se blesser, risquait de mettre un germe. Donc il a fallu accompagner l'équipe dans l'idée que la contention était un soin. C'est-à-dire que ça pouvait rassurer, qu'on pouvait le faire avec bienveillance, qu'on pouvait le faire pour la personne. Et cette personne a pu être opérée et est aujourd'hui guérie de son cancer du sein. Deuxième exemple, autiste masculin qui ingère tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui traîne, une chaussette, etc., la balle. Pris en charge une première fois par une équipe de chirurgie, on enlève le corps étranger parce qu'il était en train d'étouffer, et je suis appelé par une chirurgienne aussi d'ailleurs, de dame, et qui me dit « Est-ce que tu peux le prendre ce soir parce que mes soignants ne veulent pas le garder, mais mon équipe ne va pas, ils en ont peur ». Alors, je dis, écoute, ce soir, je n'ai pas de place. Par contre, demain matin, comme ça, tu fais la surveillance post-opératoire. Demain matin, je te le prends. À 11h, la personne n'était toujours pas là. Donc, j'appelle. En fait, elle avait été renvoyée dans son foyer, sauf qu'il y avait un deuxième corps étranger. Et donc, ça a fini en réa. Alors,
heureusement sans casse, mais juste pour une méconnaissance, une non-préparation. Donc c'est vraiment ces filières, c'est pas avoir peur, travail en commun avec ceux qui ont la compétence, c'est-à-dire moi j'ai pas de compétences chirurgicales, mais j'ai des compétences en troubles du comportement, et de travailler ensemble. Donc c'est ça, c'est l'une des solutions de travailler ensemble, mais il faut aussi que de l'autre côté, le personnel médical soit réceptif quelque part. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit personne dépendant. Il faut que ce soit la structure, l'institution, la nation, si on veut aller jusque-là, mais qui porte cela. C'est-à-dire que si je perds mon carnet d'adresse, c'est pas grave, c'est pas le carnet d'adresse qui compte, c'est la structure qu'on a mis en place qui compte. Parce qu'au final, de ce que vous venez de nous raconter, le gros frein, c'est la peur aussi de ces personnes. C'est une forme de discrimination, le désintérêt, la peur, c'est le sujet du jour. Le fait que de trouver un médecin traitant pour un schizophrène, c'est compliqué. La plupart du temps, c'est le psychiatre, le médecin traitant. On n'a pas de référent médical, et donc on doit gérer ça. C'est pas possible. Et aujourd'hui, de quels outils est-ce que vous disposez pour améliorer cette prise en charge ? Alors, actuellement, peu de choses. Alors, on a la chance d'être un territoire déjà au niveau psychiatrique qui est plutôt bien fourni, où on a de bons contacts les uns avec les autres, et avec 2 plateaux techniques qui sont l'hôpital de Mulhouse et l'hôpital de Colmar, où on peut travailler. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui acceptent de travailler. Donc pour l'instant, on en est là. Donc aujourd'hui, il faut créer des filières, il faut que l'institution fasse des chartes, qu'on ait des référents handicap dans les différentes institutions, qu'on ait des référents maladies psychiatriques dans les institutions qui vont permettre de meilleurs soins. Ça, c'est la suite, l'avenir. C'est l'avenir. Il y a des choses qui sont mises en place aussi par l'État, ce qu'on appelle les IPAX, sont des indicateurs de santé, c'est-à-dire que si on coche les bons IPAX, l'hôpital a un agrément. Donc ça, en médecine somatique, en chirurgie, ça fait longtemps qu'ils sont en place. Aujourd'hui, dans les IPAX de psychiatrie, il y a la prise en charge du corps. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on doit faire un examen somatique complet, minimal, digestif, cardiologique, etc. Ça fera partie de nos indicateurs de qualité. On sort de notre discipline, mais qui fera partie complètement de notre travail. Merci beaucoup, Dr Sylvain Lemoine. Nous allons désormais parler du CESAM, le Centre de santé mentale de l'agglomération mulhousienne, un sujet que nous allons détailler avec vous, Dr Alexis Herbe. Alors, vous êtes psychiatre au centre hospitalier de Rouffach également. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le CESAM ? Alors, le CESAM, c'est une structure assez innovante qui a vu le jour il y a 2 ans, en 2018. Et c'est le fruit en fait d'une collaboration entre 2 pôles de psychiatrie du Haut-Rhin, qui à eux 2 en fait ont vocation à prendre en charge la quasi-totalité de la population de Mulhouse ou de l'agglomération mulhousienne dans son sens large. Et cette structure en fait a pour but de faciliter l'accès aux soins. Alors elle a été mise en place il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres buts, d'autres missions à cette structure que de faciliter l'accès aux soins ? Enfin, comment ça s'est développé en 2 ans ? Quand on parle de discrimination en santé mentale, on en vient souvent à la notion de stigmatisation de la population en psychiatrie. Et cette stigmatisation, on se rend compte dans l'organisation traditionnelle des pôles, qu'elle est accentuée ou favorisée par cette organisation, cette lenteur, des délais d'accès aux soins qui sont souvent extrêmement longs, une lisibilité des structures qui est très mauvaise pour savoir à quelle structure on doit se référer. C'est souvent un parcours du combattant. Et du coup, le but, c'était effectivement de faciliter ça, de faire en sorte quasiment que la consultation en santé mentale soit aussi simple que d'aller consulter son médecin de famille. Et quelles sont ces missions ? Alors les missions, elles sont de plusieurs types. Il y a une mission d'évaluation, arriver rapidement à faire le point sur une situation pour savoir si elle relève d'une pathologie psychiatrique ou non. Une mission de coordination avec les différentes structures de santé mentale, avec le médico-social, avec le médecin traitant. Il y a toujours un retour qui est fait au médecin traitant qui nous adresse les patients. Et puis aussi, au sens plus large de coordination, l'inclusion systématique, en tout cas la proposition systématique d'inclure la famille. Quand il y a un accompagnant, il est toujours proposé aussi qu'il soit reçu à un moment de la consultation. Et puis il y a encore une autre mission qui est celle de l'orientation, du coup, pouvoir adresser la personne ensuite à la bonne structure pour la bonne prise en charge.
Et quels outils est-ce que vous avez mis en place ? Alors, c'est une structure, un peu une boîte à outils, le Sésame. On a une permanence d'accueil téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous appelez un numéro unique sur l'agglomération mulhousienne. Vous avez un accueil et une réponse personnalisée et professionnelle par un infirmier formé en santé mentale. On a un accueil de consultation qui est d'abord un accueil infirmier sans rendez-vous pendant les heures de bureau, donc sans aucun délai, avec possibilité d'avoir à très court terme, voire immédiatement dans la suite, un avis psychiatrique ou un avis psychologique. On a un espace d'accueil qui nous permet pendant quelques heures de garder un patient avec nous pour une question de réassurance par exemple. Et puis on a une unité d'hospitalisation brève qui comprend 4 lits d'hospitalisation temps plein pour une durée de 48 à 72 heures. Et qui travaille au sein de cette boîte à outils qu'est le Sésame ? Alors c'est une structure multidisciplinaire. On a une équipe qui compte actuellement 14 équivalents temps plein d'infirmiers issus de l'hôpital de Rouffach et de l'hôpital de Mulhouse. 2 demi-équivalents temps plein de psychiatres, 2 demi-temps de psychologues, un demi-temps d'assistante sociale et une cadre de santé. Et à qui est destiné le Sésame ? À tout le monde, en théorie. L'idée, c'est un peu, il n'y a pas de filtre, vient qui veut. La première question qu'on vous pose en arrivant au Sésame, c'est pas quelle est votre adresse, de quel secteur vous dépendez, c'est non, on vous accueille, quel est votre problème, on fait l'entretien et ensuite, en fonction du secteur, on voit vers où la personne doit être orientée. Et alors, vous avez 2 ans de recul, quel bilan est-ce qu'on peut déjà tirer de ces 2 années ? Alors on a un démarrage qui s'est effectué, pas en trombe mais presque, en tout cas c'était assez rapidement adopté par les collègues, par les confrères et par les patients. Donc on a en 2019, on a accueilli pour un premier entretien d'évaluation infirmier plus de 1500 personnes, dont à peu près la moitié ont obtenu un rendez-vous chez un psychiatre et une autre moitié ou quasiment chez une psychologue. On a à peu près 350 patients qui ont été hospitalisés dans l'unité d'hospitalisation brève et on a plus de 6000 appels téléphoniques dans l'année. Pour l'année 2020, on n'a pas encore les chiffres complets, mais on partait sur des bases un peu plus élevées, notamment pour les appels téléphoniques qui ont quasiment explosé pendant le confinement, où là les gens ne se sont pas rendus sur place pour consulter, mais par contre ont beaucoup appelé pour avoir des conseils. Et quel est l'avenir pour le Sésame ? Quels sont les axes d'amélioration ? Ou est-ce que du coup vous avez besoin de plus d'effectifs aussi du fait du nombre d'appels ou de consultations qui augmente a priori ? Alors l'effectif il sera adapté à la charge. Plus on va monter en charge, plus on pourra imaginer renforcer l'effectif. On a encore à cœur d'améliorer la lisibilité. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas trop notre fonctionnement. Donc on va faire de la communication pour essayer de rendre tout ça encore un peu plus clair. On a aussi le projet d'offrir un axe de travail autour du psychotraumatisme. On a normalement un médecin qui commence à consulter chez nous sur cette thématique-là. Merci beaucoup, Dr Alexis Herbe. Merci pour ce focus sur le Sésame. Nous allons continuer sur cette thématique d'accès aux soins dans une situation de discrimination avec vous, Dr Thierry Ressel. Vous êtes psychiatre libéral, membre de l'URPSML Grand Est. Alors, vous êtes à nos côtés pour évoquer la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. En quoi consiste-t-elle ? Alors, effectivement, la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, est une forme d'organisation des professionnels de santé voulue par la loi de modernisation de 2016 et également largement encouragée par le plan Ma Santé 2022 du président Macron. Alors quels sont les buts de ce genre d'organisation ? C'est avant tout d'organiser la coordination des soins entre tous les professionnels de santé d'un territoire donné dans le but d'améliorer l'accès aux soins dans un contexte de parcours de santé. C'est-à-dire qu'il s'agit de structurer l'organisation de ces professionnels, de leurs liens entre eux, donc les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinés, les sages-femmes, etc. L'idée, c'est de fédérer tout le monde pour arriver à organiser les relations entre eux et également organiser les relations avec leurs partenaires, notamment hospitaliers. Ces organisations sont financées sur un budget assurance maladie, bien sûr,
Et pour en venir à notre territoire ici, sur Mulhouse, il y a effectivement un projet de CPTS en cours d'élaboration, dont la genèse est partie de la rencontre de mon projet à moi dans le domaine de la santé mentale et du projet d'un confrère généraliste, le docteur Trinizewski, qui avait lui-même un projet par rapport à la dépendance des personnes âgées. On a donc réuni nos deux projets, on a travaillé là-dessus, et petit à petit, d'autres professionnels de santé nous ont rejoints pour un pool maintenant assez important. Et donc nous avons rédigé un projet de santé qui va être présenté aux tutelles, projet de santé très ambitieux qui comporte 6 grands axes de travail et en tout 27 propositions d'action que je ne vous détaillerai pas bien sûr ici, ça prendrait énormément trop de temps. Par contre, vous pouvez peut-être nous dire quelle place aura la santé mentale dans ce projet ? Alors effectivement, la santé mentale d'une manière globale, générale dans les projets de CPTS au niveau national a une place très variable. Tout dépend de l'investissement, de l'intérêt des acteurs dans le domaine de la santé mentale. Chez nous, bien sûr, à Mulhouse, la santé mentale sera vraiment un point extrêmement important de cette CPTS, puisque c'est moi qui en suis l'initiateur, et parce que effectivement, on se rend compte également que sur notre territoire, l'accès aux soins psychiatriques, notamment libéraux, pose grandement problème. On a vraiment énormément de difficultés. Les patients ont beaucoup de mal à trouver un psychiatre libéral qui accepte de les prendre en consultation. Et l'expérience personnelle, c'est souvent un patient qui appelle, qui dit « Vous êtes le 3e, 4e, 5e psychiatre auquel je téléphone, je n'arrive pas à trouver de rendez-vous. » Comment on explique justement ces difficultés à entrer en contact avec un psychiatre libéral ? Alors on a deux choses qui s'opposent en quelque sorte. D'un côté, on a on pourrait presque dire une sorte d'explosion de la demande de soins psychiatriques depuis quelques années. Il suffit de prendre pour exemple les problèmes de souffrance au travail qui deviennent vraiment quelque chose d'extrêmement courant malheureusement. Le problème des troubles des conduites alimentaires aussi qui ont pris une ampleur très importante. Dans le domaine de l'enfant, les troubles du spectre autistique, pareil, nécessitent de plus en plus de prise en charge. Et si on s'en tient à l'actualité actuellement, les suites de cette épidémie du Covid nous montrent qu'il y a c'est ce que nous ressentons sur le terrain, une énorme demande par rapport à des troubles anxieux et phobiques qu'ont développé ces problèmes d'épidémie. À côté de ça, à côté de cette explosion de la demande, en face, on va dire, on a malheureusement une très forte diminution de la démographie des psychiatres libéraux sur le territoire. Les psychiatres sur le territoire de Mulhouse sont à peu près tous de la même génération. Et depuis 3-4 ans, il y a un nombre important de psychiatres qui ont pris leur retraite. Et ce mouvement vers la retraite va continuer puisque la très grande majorité des psychiatres mulhousiens actuellement est âgée de plus de 60 ans. Donc la solution, c'est quoi ? C'est qu'il y ait plus de psychiatres ? C'est du recrutement ? Alors, l'idée, c'est effectivement du recrutement et également d'essayer de modifier un petit peu le mode de fonctionnement des psychiatres pour les rendre plus disponibles. Donc, ce qu'on va essayer de faire au niveau de la CPTS, c'est de travailler essentiellement sur 3 axes par rapport pour les psychiatres. L'idée, c'est toujours d'essayer de ce qu'on pourrait appeler dégager du temps médical pour permettre de prendre plus de patients en charge et pour permettre d'être plus efficace. Donc le premier axe sur lequel on peut travailler, c'est la favorisation et l'encouragement de l'utilisation des outils numériques par les psychiatres. Au premier rang desquels, bien sûr, la téléconsultation. Et la téléconsultation, on a eu la preuve un peu par cette crise sanitaire de son intérêt, de son efficacité, puisque la quasi-totalité des psychiatres mulhousiens, pendant le temps du confinement, a travaillé en téléconsultation. Un peu dans l'urgence, si on avait une structure qui nous aurait aidé dans cette mise en place, ça aurait été sans doute beaucoup plus simple. Mais les outils numériques ne se résument pas uniquement à la téléconsultation. L'ensemble des outils numériques devraient être utiles à cette coopération, à cette coordination des psychiatres avec les médecins généralistes, les infirmiers, pourquoi pas les pharmaciens, etc., tous les acteurs de la santé mentale. Donc ça, c'est le premier axe, essayer d'améliorer la qualité de travail des psychiatres.
Le deuxième axe, ce serait d'organiser de manière un peu plus structurée et de manière plus active la coopération entre les psychiatres et les psychologues, essentiellement, mais aussi d'une certaine façon les infirmiers libéraux également, dans le sens de permettre une prise en charge plus large, disons, plus partagée, on va dire, entre ces différents acteurs, de façon à, encore une fois, libérer un peu de temps médical pour le psychiatre pour qu'il puisse s'occuper du cœur de son métier. Troisième type d'action que l'on peut imaginer au sein de la CPTS et qu'on essaiera de mettre en place, ce serait justement d'essayer d'attirer de jeunes psychiatres vers le territoire. Le territoire est assez peu attractif, il faut dire, et donc si on peut leur proposer un mode de fonctionnement comme ça, où ils ne sont pas totalement isolés, où ils rentrent dans une équipe, où ils ont l'aide de psychologues, d'infirmiers, peut-être que ça les convaincra plus facilement de venir travailler ici. Et puis bien sûr aussi de les aider, de les soutenir dans leur premier pas, dans leur première démarche pour une installation libérale. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Mulhouse par rapport à la CPTS ? Alors, à Mulhouse, le projet est déjà actuellement bien avancé, puisqu'on va tenir notre Assemblée Générale Constitutive très prochainement, là, jeudi le 8 octobre. Donc, c'est là que la CPTS sera portée sur les fonds baptismaux, si on peut dire ça comme ça. Et donc, par la suite, nous nous attendons à pouvoir signer le contrat avec l'assurance maladie avant la fin de l'année 2020 et bien sûr amorcer très rapidement les travaux dès le tout début de l'année 2021. Cette CPTS sera une CPTS à territoire extrêmement large, puisqu'on a décidé de s'intéresser à l'ensemble de l'agglomération mulhousienne, c'est-à-dire 39 communes, plus de 272 000 habitants, et à peu près 1500 professionnels de santé. Donc c'est vraiment un territoire très très large, mais qui nous semble totalement pertinent par rapport au projet que l'on a justement de coordination très large sur le territoire. Et est-ce qu'à l'avenir, on peut imaginer d'autres CPTS sur d'autres territoires donnés ? Ah bien évidemment, oui, bien sûr. Alors, la doctrine ministérielle, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une seule CPTS sur un territoire donné, mais effectivement, il y a d'autres projets de CPTS, y compris dans notre département. Il y en a une qui est en cours de préparation sur ce qu'on peut appeler la bande rhénane, si vous voulez, sur l'est de Colmar. Il y en a une autre qui est en cours de préparation sur la vallée de Tannes. Donc il y a effectivement des projets qui se montent petit à petit, et je pense qu'effectivement, la CPTS sera quand même le mode de fonctionnement probablement utile pour l'ensemble du monde libéral dans l'avenir. Et cette CPTS, ces futures CPTS, est-ce qu'elles sont toujours portées par un médecin à la base et après qui crée des liens avec d'autres médecins comme vous l'avez fait Alors, l'idée dans les textes, c'est qu'effectivement, la genèse de la CPTS provienne d'une analyse des professionnels de santé sur le terrain qui constate un mauvais fonctionnement des soins sur un domaine donné et qui souhaite améliorer ce type de fonctionnement. Ça, c'est le principe. Et un peu partout, effectivement, c'est comme ça que les choses se mettent en place. Alors, ce ne sont pas forcément uniquement des médecins, ça peut être des infirmiers, ça peut être des kinés qui se rendent compte d'un fonctionnement qui ne leur semble pas satisfaisant et qui, effectivement, se rencontrent, se réunissent et écrivent petit à petit un projet de santé. Et donc Mulhouse, c'était vraiment la santé mentale à la base, point de départ en fait. Le point de départ vraiment primordial, j'imaginais moi, mais ça fait déjà un moment, ça fait au moment de la sortie en 2016 de la loi de santé, j'imaginais, et les tutelles n'étaient pas encore très calées sur la manière dont il fallait fonctionner, moi j'imaginais pouvoir faire une CPTS qu'on pourrait appeler monothématique, donc uniquement sur la santé mentale. Les directives ministérielles ont ensuite évolué et les tutelles ne souhaitent faire que des CPTS plurithématiques. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché de ce confrère qui avait ce projet pour la dépendance, et on se rend compte maintenant que effectivement beaucoup de professionnels ont des tas d'idées dans ce domaine-là, et encore une fois on en est maintenant pour Mulhouse à 27 propositions d'actions qui sont des actions à mon avis extrêmement intéressantes et qui pourront largement faire évoluer les choses si elles peuvent être mises en route.
Docteur Thierry Ressel, merci messieurs. C'est la fin de cette émission, une émission dont le fil conducteur a été discrimination et accès aux soins. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve sur notre prochaine et dernière thématique, la thématique 4, discrimination et inclusion sociale. À tout de suite.